Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'expression d'un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique tournant va être créé par trois bobines disposées au niveau d'un triangle équilatéral. Donc on a une première bobine ici dont le vecteur normal est le vecteur qu'on va noter E1, qui lui sera dirigé selon X. Et puis après on a deux autres bobines de vecteurs directeurs E2 et E3 qui sont situées de telle manière que l'angle à chaque fois entre les bobines fait 120 degrés, puisque un tour c'est 360, si on le divise par 3, ça fait 120 degrés. Et donc ici, si on reliait les pointes des triangles ici, ce serait un triangle équilatéral. Alors, ce genre de schéma, on l'a dans les moteurs synchrones et asynchrones, puisque les moteurs synchrones et asynchrones fonctionnent avec des champs tournants. Et donc là, on va voir justement comment trouver l'expression du champ B total créé par ces trois bobines, et c'est généralement la première question quand on fait un exercice sur les moteurs synchrones ou asynchrones. Et donc nous verrons justement dans d'autres vidéos quelle est la suite de ce genre d'exercice en trouvant le moment magnétique associé à ce champ tournant. Alors ici, on nous dit que les trois bobines sont parcourues par trois courants de même pulsation oméga, de même amplitude I0, mais déphasés de 120 degrés. Et on nous demande à ce moment-là de calculer le champ magnétique B total. Alors déjà, il faudrait trouver les expressions de ces vecteurs E1, E2 et E3, puisque le champ magnétique B, lui, de chaque bobine, va être selon le vecteur normal de la bobine, c'est-à-dire que le champ créé par la bobine 1 va être selon E1, le champ créé par la deuxième bobine sera selon E2, et celui créé par la troisième bobine sera selon E3. Nous, on va tout mettre dans le repère XY, donc en fonction des vecteurs UX et UY, et donc il va d'abord falloir exprimer ces vecteurs E1, E2 et E3 en fonction de UX et UY. Donc, pour E1, c'est le plus simple, puisque le vecteur E1, lui, est dirigé selon X, donc il est égal au vecteur qu'on note UX, puis pour la verticale, ce sera UY. Par contre, le vecteur E2 et le vecteur E3, eux, on voit qu'ils ne sont pas selon le ni X ni Y, mais ils sont dans les deux. Et donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu de trigonométrie pour regarder ces vecteurs finalement dans un cercle trigonométrique, comment on pourrait les mettre. Sachant que E2 et E3 sont comme E1 des vecteurs unitaires. Donc l'idée va être la suivante, l'idée va être de trouver finalement l'angle entre le vecteur E2 et l'horizontale, et l'axe X. Parce que si on arrive à trouver ça, et bien on pourra facilement mettre ce vecteur dans un cercle trigonométrique, et à ce moment-là, trouver ses coordonnées en fonction de X et de Y. Donc moi, ce que je cherche, c'est l'angle qui est ici. Alors moi, ce que je connais, si on regarde un petit peu le schéma, c'est plutôt l'angle qui est ici entre E1 et E2. Donc moi, ce que je connais, si je mets le E1 comme ça, parce que c'est un vecteur, je peux très bien le mettre les pointes ensemble. Moi, ce que je sais, c'est que ici, j'ai 120 degrés. Puisque, d'après l'énoncé, il y a marqué 120 ici, hein, on voit bien la similitude. Or, je vois à ce moment-là que j'ai des angles alternes-internes, hein, si je prolonge comme ça. L'angle ici correspond à l'angle ici, c'est-à-dire que l'angle là correspond à 120 degrés. Donc ça, c'était le plus simple de trouver, finalement, avec les angles alternes internes et le schéma, de faire un petit peu de géométrie pour trouver que l'angle ici est égal à 120 degrés. Donc maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, je peux enlever mon vecteur, E1, qui me servait juste à trouver l'angle. Alors 120 degrés, on va le mettre en radian, ce sera beaucoup plus simple. On sait que 120 degrés, c'est 2pi sur 3, puisque pi sur 3, c'est 60, et donc 120 degrés, c'est le double de 60, donc c'est 2pi sur 3. C'est-à-dire que si, ici, j'ai un angle de 2pi sur 3. Donc plutôt que de le faire sous cette forme-là, je vais plutôt le faire sous un cercle, dans un cercle. Alors je vais, hop, encore une fois effacer, puis refaire un cercle proprement. Donc si je fais un cercle, je sais que le 2pi sur 3 est à ce niveau-là. Et donc j'ai mon vecteur E2, puisqu'il est unitaire, il est pile poil dans le cercle, qui est ici. Donc ça c'est mon vecteur E2. Et ce vecteur E2, si je le projette sur les axes X et Y, je sais qu'ici j'ai moins 1,5, et ici j'ai racine de 3 sur 2, parce que ça c'est le cosinus et le sinus de 2pi sur 3. Et donc j'ai mon E2, qui est égal selon UX à moins 1,5, donc ça me fait moins 1,5 selon UX, et selon Y c'est racine de 3 sur 2, donc plus racine de 3 sur 2 selon UY. Donc voilà ce que j'ai pour mon vecteur E2.
Pour le vecteur E3, alors il y a plusieurs manières de faire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un axe de symétrie de la figure par rapport au vecteur E1, enfin par rapport à l'axe X, et donc finalement, mon vecteur E2 qui est dirigé comme ça vers le haut, eh bien je vois que j'ai mon vecteur E3 qui est le même mais dirigé vers le bas, c'est-à-dire qu'en réalité, mon vecteur E3 se situe ici. C'est un petit peu le conjugué, si on veut, du vecteur E2. Voilà, alors il y a plusieurs manières de le montrer, on peut remontrer géométriquement, etc. Et donc cette fois-ci, là, je suis à moins 2π sur 3, et donc je vois qu'au niveau du cosinus, c'est le même, par contre le sinus, c'est moins racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que E3 est égal à la même chose selon Ux, moins 1,5 de Ux, par contre selon Y, je vois que c'est moins racine de 3 sur 2. Donc j'ai moins racine de 3 sur 2 selon UY. Donc voilà pour mes vecteurs E1, E2 et E3, ça c'est la première étape. Alors ça peut faire une première question, ça peut être éventuellement une première question de l'exercice. C'est mieux de le faire au début, comme ça après on se concentre vraiment sur le champ B et puis les différents courants. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une étape indispensable à faire. Donc voilà pour mes trois vecteurs E1, E2, E3. Maintenant, on va s'intéresser aux I, parce que les I, les courants qui vont parcourir les bobines, c'est eux qui vont créer le champ magnétique. Or, on nous dit que les trois courants sont de même pulsation oméga et de même amplitude I0, c'est-à-dire que chaque I s'écrit I0 cos oméga t, mais attention, on nous dit qu'ils sont déphasés de 120 degrés, encore une fois, pi sur 3. Donc bien sûr, on va supposer que le I1, lui, il n'est pas déphasé, donc il est juste cos oméga t, parce que bien sûr, quand on dit déphasé de 120 degrés, c'est par rapport à entre eux, hein, bien sûr, hein, c'était marqué, hein, déphasé de 120 degrés entre eux. Donc le I1, on va dire que lui n'est pas déphasé, c'est I0 cos oméga t. Le I2, lui, avoir un retard de 120 degrés, c'est-à-dire de 2π sur 3, donc ça va être moins cos de oméga t moins 2π sur 3, c'est comme le I1 mais avec un décalage de 2π sur 3. Et comme le I3, lui, est encore décalé de 120 degrés, il sera, c'est-à-dire de 2π sur 3, lui, il n'aura pas 2π sur 3 de retard, mais 4π sur 3. C'est-à-dire qu'il s'écrit I0 cosinus de oméga t moins 4π sur 3. Donc ça, c'est la manière mathématique de transformer la phrase ici, qui ont la même pulsation, le même I0, mais ils sont déphasés de 120 degrés entre eux. Donc ça, c'est pour les différents I, I1, I2 et I3. Pour les effacer, parce que ici, on va surtout non pas travailler sur les I, mais sur les B. Et ce qu'on sait, d'après le cours, c'est que les B, chaque B, alors du coup on va l'appeler BK, parce qu'il y aura 3, il y aura B1, B2 et B3. On sait que les BK sont proportionnels à I, donc c'est-à-dire que ce sera bêta IK, B1 sera proportionnel à I1, B2 à I2 et B3 à I3. Et chaque B sera selon le vecteur EK, c'est-à-dire E1, E2, E3, parce que B1 sera selon E1, B2 selon E2, et B3 selon E3. Donc j'ai mes trois vecteurs BK qui sont proportionnels à I et selon le vecteur IK. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir faire le vrai calcul compliqué, qui est d'additionner les trois champs, puisque d'après le principe de superposition, le champ total B sera égal à B1 plus B2 plus B3. Donc là, une fois que j'ai dit tout ça, eh ben, je vais pouvoir mettre la vraie expression, enfin l'expression finale, qui est que B est égal à B1 plus B2 plus B3. On a vu que B1, c'est alpha I1 selon E1. Le B2, c'est alpha I2 selon le vecteur E2. Et B3, on a vu que c'était bêta I3 selon le vecteur E3. Et c'est là que les deux étapes qu'on a faites précédemment d'exprimer les EK et les IK sont importantes, puisqu'on voit que dans l'expression, j'ai du I1, I2, I3, et du E1, E2, E3. Et comme précédemment, j'avais donné leur expression, eh bien j'ai juste à remplacer tout ça. Déjà, je vois que je vais pouvoir factoriser par alpha. Le I1, le I2 et le I3, on a vu que c'était à chaque fois alpha I0, etc. Enfin, c'était à chaque fois I0 fois cosinus de quelque chose, donc je vais pouvoir aussi factoriser par I0. Donc déjà, ça va me donner ça. Et là, ça va me donner du cos oméga t, alors selon E1, pour l'instant je ne remplace pas E1, E2, E3 parce que sinon ça va être trop long, donc je vais voir que je vais remplacer par la suite. Là je remplace pour l'instant uniquement les I1, I2, I3. Le I1 c'est I0 cos oméga t. Le I2 c'était I0 que j'ai factorisé, facteur de cos de oméga t moins 2π sur 3. Donc selon E2.
Et le I3, c'est I0 que j'ai factorisé ici, fois le cos de oméga t moins 4pi sur 3, selon E3. Il n'y a plus beaucoup de place, mais ça rentre quand même. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est remplacer le E1, E2 et E3 par l'expression qui est ici. Alors là, ça va être un petit peu long, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauter une étape et je vais directement regrouper les UX et les UY ensemble. Pourquoi? Parce que je vois que mon E1, E2, E3, je les ai exprimés en fonction de UX et UY, donc je vais pouvoir regrouper, après développement, eh bien, qu'est-ce que j'ai en UX et qu'est-ce que j'ai en UY. Alors, c'est ce que je vais faire directement dans le crochet. Donc, qu'est-ce que je vais avoir en UX? En UX, je vais avoir le E1. E1, lui, il est selon UX. Donc, si je factorise par UX, je vais avoir ici du cos de oméga t. Ensuite, pour le E2, qu'est-ce que j'aurai selon UX? J'aurai moins 1,5 de UX, c'est-à-dire j'aurai moins 1,5 de cosinus oméga t moins 2pi sur 3. Parce qu'après le UY ce sera pour la suite. Et pour la cos oméga t moins 4pi sur 3 E3, selon UX, le E3 j'ai moins 1,5, donc encore une fois, moins 1,5 fois cos de oméga t moins 4pi sur 3, et donc tout ça selon UX. Donc là j'ai toute la partie selon UX que j'ai écrite, et donc maintenant en dessous je vais écrire la partie que j'ai, mais selon UY. Qu'est-ce que j'ai selon UY? E1 j'ai rien du tout, puisque E1 c'est uniquement UX. Pour E2, j'ai du 3,5, racine de 3 sur 2 selon UY, donc ça va donner racine de 3 sur 2 fois le cosinus de oméga t moins 2pi sur 3. Donc j'aurai racine de 3 sur 2 cos de oméga t moins 2pi sur 3. Ça c'est pour E2. Et pour E3, selon UY, j'aurai du moins racine de 3 sur 2 fois le cosinus. Donc cette fois-ci, j'aurai moins racine de 3 sur 2 fois le cosinus de oméga t moins 4pi sur 3, et donc tout ça selon UY. Voilà. Alors c'est un petit peu gros comme expression, c'est pour ça que j'ai écrit sur 2 lignes, mais on voit que déjà, en ayant sauté une étape, c'est un peu compliqué, donc vous imaginez à l'étape que j'ai sautée, où il fallait remplacer E1, E2, E3, puis développer pour après refactoriser par UX et UY, j'ai fait directement, on voit que ça se fait plutôt bien avec les expressions qui sont ici, et donc c'est beaucoup plus simple d'aller directement là-dedans. Alors, pour gagner encore un petit peu de temps, je vois que j'ai des factorisations que je peux faire, puisque ici, le racine de 3 sur 2, je peux le factoriser, pour les deux cosinus. Donc si je factorise, ça va me donner racine de 3 sur 2, facteur de ce cosinus-là, moins ce cosinus-là. Et là, de la même manière, j'ai moins 1,5 de cos, moins 1,5 de cos, donc je peux factoriser par moins 1,5 de cos. Par contre, attention, si je factorise par moins 1,5, le moins 1,5 ici disparaît, et donc ça va me donner 1 plus. Donc si je redéveloppe, ça me donne bien moins 1,5 de cos, moins 1,5 de cos, donc c'est bon. Et là, je vais le réécrire proprement, parce que j'ai de la place. Cos de oméga t moins 4pi sur 3, je ferme le crochet, et donc tout ça selon UX. Donc là, en ayant factorisé, ce que j'ai fait apparaître, eh bien, c'est une somme de cosinus et une différence de cosinus. Je vais effacer ça ici, comme ça, hop, j'en ai plus besoin. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Eh bien, j'ai fait apparaître toujours mon alpha i0, ça ne change pas. Et là, on a le cos oméga t qui lui est un petit peu tout seul. Par contre, ici, j'ai du cos A plus cos B dans le crochet, ce que j'ai factorisé par moins 1,5. Et là, dans le deuxième crochet, j'ai cos A moins cos B. Donc là, il va falloir utiliser un petit peu de trigonométrie, puisque j'ai cos A plus cos B et cos A moins cos B. Alors, je rappelle les formules ici. Ça, c'est les formules qu'on n'utilise pas souvent, mais qu'il faut bien connaître typiquement pour ce genre de questions ici. Donc cos A plus cos B, c'est 2 cosinus A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B sur 2. Donc ça, c'est pour l'expression de cos A plus cos B. Et là, alors je vais mettre directement aussi qu'est-ce que j'ai pour cos A moins cos B. Alors pour cos A moins cos B, c'est la même chose, sauf que je remplace les cosinus par des sinus, et attention, il faut mettre un signe moins. Donc ça fait moins 2 fois sinus A plus B sur 2, je ne le réécris pas, fois sinus de A moins B sur 2, pareil, je ne le réécris pas, ce qui est là-dedans, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que c'est plus des cosinus, c'est des sinus, et c'est pas un plus, mais un moins 2. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer ces deux formules pour calculer ici la somme des cosinus. Alors attention, il y a toujours le cos oméga t qui lui reste là. Ensuite, le moins 1,5 en facteur, lui, ne bouge pas. Cos A plus cos B, on a vu, c'est 2 cos A plus B sur 2, cos A moins B sur 2.
Alors, cos A plus B sur 2, qu'est-ce que ça fait? Alors le A c'est ça, le B c'est ça. Donc le A, alors si j'ai écrit, hein, A plus B sur 2, ça fait oméga t moins 2pi sur 3 plus oméga t moins 4pi sur 3, le tout sur 2. Ça me donne quoi? Oméga t plus oméga t, ça donne 2 oméga t. Moins 2pi sur 3, moins 4pi sur 3, ça fait moins 6pi sur 3. Sauf que moins 6pi sur 3, 6 sur 3, ça fait 2, donc ça fait moins 2pi. Et le tout sur 2, je simplifie par 2, ça fait oméga t moins pi. Donc là, le cos A plus B, ça me donne A plus B sur 2, ça me donne cos de oméga t moins pi. Maintenant, si je fais la même chose, mais on a vu qu'après c'était cos de A moins B sur 2, donc cette fois-ci je fais ça moins ça. Donc là, ici, je vais avoir moins oméga t et plus 4pi sur 3, puisque moins moins ça fait plus. Les oméga t, cette fois-ci, se simplifient. Et là, j'ai 4pi sur 3 moins 2pi sur 3, ça fait 2pi sur 3, mais 2pi sur 3 divisé par 2, ça fait juste pi sur 3. Donc là, j'aurai uniquement pi sur 3, et donc ça va donner cos de pi sur 3. Et tout ça, bien sûr, selon le ux, puisque c'est ce que j'avais ici, cette expression, depuis le début, c'était selon ux, avec bien sûr la parenthèse ici qu'on ferme. Maintenant, pour celui du dessous, ça va être plus ou moins la même chose, sauf qu'on a vu j'ai un moins. Donc ça va être la même expression, mais on a vu que qu'est-ce qui change? Eh bien, alors, pardon, autant pour moi, j'ai oublié de multiplier par 2, parce que ici, on a vu que c'était 2 cos A plus B sur 2, cos A moins B sur 2, donc le moins 1,5 fois 2, finalement, ça se simplifie, et donc ça fait juste moins. Tant pour moi, j'ai oublié le 2. Et donc là, de la même manière, cos A moins cos B, on a vu que c'était 2 fois la même chose, mais avec des sinus. Puisqu'on a vu que les sinus, enfin ce qu'il y avait dans le cosinus et dans le sinus, c'était la même chose. C'est pour ça que quand j'avais réécrit les formules avec A et B, je ne les avais pas réécrits. On a vu que ce qui change, c'est le cosinus qui transforme en sinus. Et devant, c'est pas 2, mais attention, moins 2. Donc là aussi, j'aurai un moins qui va apparaître à ce niveau-là. Par contre, à l'intérieur, ça ne va pas changer, c'est-à-dire que j'aurai toujours ici oméga t moins pi, et ici, j'aurai toujours le pi sur 3, puisqu'on a vu que ce qui était dans les deux crochets ne changeait pas. Alors, maintenant, là, comme tout à l'heure, on va pouvoir simplifier les deux. Donc là, le 2 d'ici se simplifie avec le 2 d'ici, donc ça fait finalement juste moins racine de 3. Et enfin, ne pas oublier que tout ça, c'était selon UY et le crochet. Maintenant, on va encore faire de la trigonométrie. Finalement, il y a énormément de trigonométrie dans ce calcul, d'où l'importance de bien connaître ce chapitre. On a le alpha I0 qui lui reste, le cos oméga t, lui va rester, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a cosinus de pi sur 3, je sais que le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, parce que sur le cercle trigonométrique, le pi sur 3, il est ici, son cosinus c'est 1/2, donc ça on le sait. Et maintenant le cosinus de oméga t moins pi. Alors oméga t moins pi, il faut bien voir que ça c'est ce qu'on appelle les angles associés. Je sais que quand je fais oméga t moins pi, c'est qu'oméga t plus pi, parce que plus pi ou moins pi c'est la même chose. Et donc si j'ai oméga t là, j'ai oméga t plus pi qui est ici. Et donc je vois que son cosinus c'est le même mais avec un moins. Donc finalement ça va pas faire moins 1,5 mais plus 1,5 de cos oméga t, puisque cos de oméga t moins pi c'est moins cosinus de oméga t. Je ne redétaille pas, hein, là j'ai fait rapidement, mais bien sûr je vous invite à regarder la vidéo sur les angles associés pour plus de détails. Et donc ça finalement c'est l'expression d'ici, et toujours bien sûr selon ux. Maintenant qu'est-ce que j'ai selon uy? Selon uy, là j'ai le racine de 3, sinus pi sur 3 ça fait racine de 3 sur 2, donc ça me fait moins racine de 3 fois racine de 3 sur 2, sauf que racine de 3 fois racine de 3 ça fait 3, donc je simplifie directement, ça fait 3/2. Et de la même manière, le sinus de oméga t moins pi, c'est égal à moins sinus oméga t, donc là encore une fois, le moins va se transformer en plus, et avec un oméga t ici, et tout ça selon uy. Donc j'aurai finalement plus 3,5 d'oméga t selon uy. Maintenant, dernière étape, je vais ici, alors je vais effacer au-dessus, ce sera plus simple. Donc la dernière étape, c'est de vraiment tout regrouper, et là après ce sera terminé. Donc là j'ai mon alpha I0 qui est ici. Cos oméga t plus 1,5 de cos oméga t, si je factorise par cos oméga t, ça fait 1,5, enfin 1 plus 1,5 ça fait 3,5, donc ça fait 3,5 de cos oméga t selon ux. Et ici j'ai plus 3,5 de sinus oméga t
selon UY. Et là, je vois que je peux factoriser par 3,5. Je ne vais pas réécrire en dessous, je vais le faire directement ici. J'ai 3,5 ici, j'ai 3,5 ici, je peux factoriser par 3,5. Donc j'ai un 3,5 ici qui va apparaître. Et là, j'ai bien mon expression finale, là je ne peux pas plus la simplifier, qui est 3,5 de alpha i0, facteur de cos oméga t selon ux, plus sinus oméga t selon uy. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, on reconnaît l'expression d'un vecteur selon ux et uy, donc un vecteur par exemple comme ça, qui fait un angle de oméga t avec l'axe x. Donc ça, c'est un peu comme les mêmes principes que les coordonnées polaires, cos θ ux plus sin θ uθ. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que l'angle oméga t va augmenter au fur et à mesure du temps, puisque le t, lui, c'est le temps, donc le temps augmente au fur et à mesure justement du temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon champ, il va tourner comme ça, avec une amplitude constante, parce qu'on voit que l'amplitude c'est 3,5 de alpha i0. Et donc, on a bien ce qu'on appelle un champ tournant, pour ça on appelle ça un champ tournant, parce que le B, ça c'est le vecteur B, qu'on peut mettre ici, hop, il tourne autour de l'axe Z, avec une amplitude constante et avec une pulsation oméga, puisque c'est cos oméga t ux plus sinus oméga t uy. Donc voilà pour l'expression du champ créé par les trois bobines qui sont situées en décalé de 120 degrés les unes par rapport aux autres, et on voit ce qu'il faut aussi, c'est un déphasage de 120 degrés, c'est-à-dire de 2π sur 3, au niveau des courants. Parce que si les courants sont les mêmes, si on avait refait le calcul, on n'aurait pas du tout eu les mêmes choses, on aurait eu quelque chose de totalement différent. Ce qu'il faut, c'est que les bobines soient décalées de 120 degrés dans l'espace, mais que les courants qui les traversent soient également décalés, ce qui fait qu'au final, on obtient une expression qui est très simple. Comme on a vu, on est parti d'une expression qui est comme très compliquée, avec 3 i différents et 3 vecteurs E1, E2, E3 qui est totalement différent, avec quand même 5 parties différentes selon les vecteurs ux et uy. Mais on voit qu'avec la trigonométrie, on arrive finalement à une expression qui est très simple. Et donc on verra dans d'autres vidéos comment après, en rajoutant une bobine ou un aimant au milieu ici, tournant, on obtient soit un moteur synchrone, soit un moteur asynchrone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.